Et à mes côtés pour cette émission, Alexandre Delval. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des questions de terrorisme islamiste, auteur de nombreux ouvrages. Je citerai le dernier de 2018, La stratégie de l'intimidation, c'est aux éditions de l'Artilleur. Les téléspectateurs de TV Liberté peuvent dès à présent acquérir La stratégie de l'intimidation sur le site tvliberté.com à la boutique officielle de TV Liberté. Alors Alexandre Delval, pour commencer, l'assassinat de Samuel Paty, donc décapité à Conflans-Sainte-Honorine par Abdullah Anzorov, un Tchétchène de 18 ans. Est-ce que finalement vous considérez que cet attentat marque un nouveau tournant dans le terrorisme qui frappe en France? Oui, alors comme je le dis dans ce livre, La stratégie de l'intimidation, et aussi dans le dernier qui s'appelle Le projet des frères musulmans, c'est une véritable stratégie qui, à mon avis, ne doit pas être sous-estimée et qui, je vais choquer certains, elle est intelligente. C'est une stratégie intelligente, où on pourrait, si on appelle intelligence, l'efficacité. C'est efficace. Vous savez, c'est un peu comme dans la mafia sicilienne. La fameuse phrase d'Al Capone, je commence avec ça dans ce livre, c'est pas hautement intellectuel, mais une proposition assortie d'une menace et un flingue à la main, c'est beaucoup plus convaincant. Et en fait, l'idée des coupeurs de langue, les coupeurs de langue, c'est Sifraoui, ce monsieur qui a fait ses vidéos, qui a remué le banc et l'arrière-banc en parlant des méchants islamophobes, etc. Eux, c'est les coupeurs de langue. Ils sont liés au CCIF, ils sont liés à des conseils d'imams, même des mosquées, comme la mosquée de Pantin qui relaie. C'est pas les terroristes, c'est les coupeurs de langue. Ils aimeraient nous couper la langue, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas parler. Parce que dans l'idée du suprémacisme islamiste, un mécréant ne peut en aucun cas offenser l'islam ou même le critiquer. Donc, même si on n'offense plus, demain, ce sera le fait d'avoir critiqué l'islam. Parce que l'idée, c'est que l'islam doit toujours être au-dessus de ce qui n'est pas musulman, et jamais un mécréant peut se permettre de critiquer frontalement cette religion. Et même dans la charia, le mécréant, normalement, il doit même marcher à gauche dans une société islamique, baisser les yeux, payer un impôt spécial et être soumis. C'est la zimmitude. Donc quand on a cette formation mentale, qu'on est frères musulmans, salafistes, et qu'on est habitué à une vision suprémaciste de sa propre religion, et qu'on se retrouve en situation de minorité, déjà c'est traumatisant quand on est habitué à être le patron. On se retrouve, imaginez, vous êtes président d'une société, vous vous retrouvez employé, avec 3 niveaux de chef au-dessus de vous qui vous donnent des ordres et qui vous parlent mal, ou qui vous parlent même bien. Donc c'est ça, l'univers mental d'un frère musulman, d'un salafiste, c'est un univers de frustration, parce qu'il aimerait que sa religion domine l'humanité, parce qu'il a une vision politique totalitaire de la religion, et il se retrouve dans une société où il y a des lois mécréantes. Déjà, c'est un traumatisme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prône le séparatisme, le repli communautaire, en instrumentalisant les valeurs de cette société pour la pervertir, donc notamment l'antiracisme, le droit à la différence, qui permet de cacher un agenda obscurantiste, totalitaire et dominateur. Et si on a compris ça, on comprend que le vrai ennemi, c'est pas uniquement le coupeur de tête qui ne fait que passer à l'acte. Il faut comparer un djihadiste, celui qui coupe la tête ou qui a une ceinture d'explosifs, il faut le comparer à une arme. Ce n'est qu'une arme. C'est une arme humaine, mais c'est plus vraiment un humain. C'est une arme. C'est un instrument, un outil. Par contre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ceux qui fanatisent les esprits et qui diffusent ce que j'appelle, c'est la meilleure intimidation, ce que j'appelle la paranoïsation. Rendre parano tous les musulmans, c'est le but des frères musulmans. C'est le but des coupeurs de langue. Et quand tout le monde sera devenu parano, que tous les musulmans penseront qu'on est tous contre eux, qu'on soit juifs, pratiquants, chrétiens, athées, laïcs, tout ce que vous voulez, les mécréants ne forment qu'une seule nation. Millatun kufru wahida. C'est connu cette phrase dans l'univers islamiste. Il n'y a qu'une seule nation. Le mécréant, ils sont tous complices entre eux. C'est le complot judéo-maçon, croisé, communiste, athée, républicain, nationaliste. Tout est mélangé. Tout ce qui n'est pas islamiste, c'est le complot. Et donc, si tout le monde nous déteste, eh bien, effectivement, à un moment à un autre, si c'est tous des salauds, on a envie de s'en prendre à eux physiquement. C'est la conséquence logique. Et donc, moi, je pense que pour une fois, le gouvernement a des bonnes idées, mais ça fait 30 ans qu'on devait le faire. Il ne faut pas uniquement traiter le symptôme du djihadisme une fois qu'on a coupé la tête. Il faut déconstruire le discours de ceux qui vont rendre parano ce jeune Tchétchène ou d'autres. Je ne veux pas les excuser, mais ce n'est qu'un bras armé qui n'a fait qu'appliquer ce que les coupeurs de langue lui ont dit de faire. Alors, avant de poursuivre, une petite question précise. On a vu que Samuel Paty n'avait pas uniquement été assassiné, il a été décapité. Oui.
Y a-t-il finalement un sens, un symbole dans cette mise à mort? Ah oui, il y a un très grand symbole. La décapitation, c'est quelque chose de rituel qu'on retrouve aussi même dans la pratique tout à fait paisible de la religion, pour l'égorgement des bêtes, etc. Mais ça permet aussi de désacraliser le mécréant qui n'ira pas au paradis et qui est maudit à vie. Et donc c'est très important que la personne soit tuée de manière rituelle, dans une logique du djihad, djihad fi sabilillah, c'est-à-dire la lutte sur le sentier de Dieu, l'effort, mais sous-entendu effort de guerre. Il y a toute une codification dans la loi islamique qui est très claire sur le mécréant. D'ailleurs, c'est important de rappeler que, au-delà des symboles, tuer quelqu'un qui se moque de l'islam, c'est tout à fait légitime dans la charia. Et c'est pas pour blâmer les musulmans, parce que beaucoup en sont peinés et en souffrent dans les pays musulmans. Le premier combat de tous les laïcs, les modérés, les soufis, c'est la lutte contre la pénalisation du blasphème. Mais malheureusement, elle est inscrite dans l'islam officiel. Il y a quelques jours, El Azhar, la plus grande université islamique du monde sunnite, a dit « Le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas ce genre d'attentat, c'est d'interdire tout blasphème ». Ça veut dire qu'en gros, ce que nous demandent pas uniquement les djihadistes et les coupeurs de langue fréristes, mais l'islam officiel tout court nous dit finalement la seule solution pour être tranquille, c'est que vous ne critiquiez plus l'islam et vous ne l'insultiez plus et vous vous moquez plus. Alors, ne pas se moquer, moi je suis plutôt pour ne pas se moquer. Je n'aime pas le blasphème, je n'aime pas insulter ni les prophètes, ni les religions. C'est pas mon style. En tant que croyant, ça me plaît pas. Mais là, si un jour, par exemple, on interdit la moquerie envers les religions, ce que l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, a demandé à l'ONU, mais la prochaine étape, ce sera ne plus pouvoir la critiquer. Bien sûr. Donc le réformiste, le rationaliste qui la critique raisonnablement, avec respect, lui, ce sera la prochaine étape. Donc c'est pour ça que même si on est contre le blasphème et la moquerie, moi j'ai horreur de la littérature de Charlie Hebdo, ça ne me plaît pas. Je n'achète pas cette revue. Par contre, bien entendu, en aucun cas il faut qu'il y ait le mais qui tue. Vous savez, quand ils disent « Ah, c'est pas bien de tuer quelqu'un, de décapiter, mais… » Non, c'est pas parce qu'on est contre le blasphème ou qu'on n'aime pas ça qu'il faut mettre un « mais », parce que s'il n'y a plus ce « mais » là, il y en aura un autre. Ils trouveront d'autres raisons pour vous tuer. Il y a quelque chose qui est très surprenant dans notre société française, c'est que finalement… on a accepté une société qui est chrétienne, gréco-latine. On a accepté finalement l'arrivée des populations extra-européennes avec une religion musulmane. On a accepté les rayons confessionnels que Gérald Darmanin semble découvrir. On a accepté le voile qui s'étend de plus en plus dans la société. Mais en revanche… on demande à la communauté musulmane qui est installée en France de tolérer le blasphème. Donc finalement, on a une forme de grand écart qui est totalement irrationnel, puisque finalement on leur dit vous devez trouver la nourriture comme vous le souhaitez et comme vous seriez dans votre pays d'origine pour ceux qui sont étrangers. Vous pouvez porter les vêtements islamiques comme dans le pays d'origine si vous êtes étranger. En revanche, il va falloir accepter des caricatures parfois obscènes du prophète Mahomet qui semble être finalement le saint graal de leur croyance. C'est un peu, c'est pas très ça c'est le grand logique. drame. C'est le grand drame. Et pourquoi c'est le grand drame? Yvan Rioufol en parlait l'autre jour, ou même aujourd'hui même sur CNews, il y a un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui luttent contre l'islamisme radical, c'est pas que l'univers de droite conservateur. C'est ceux qui sont en première ligne. Il faut avouer qu'ils sont physiquement courageux. C'est les gens, Charlie Hebdo, les blasphémateurs. En gros, c'est des espèces de 68ards devenus anti-islamistes et même qui critiquent l'islam tout court. Mais le problème, ils le font pas forcément de manière intelligente. Effectivement, moi, par exemple, avec mes élèves musulmans, je leur dis toujours que je ne leur montrerai jamais une image. Mais c'était avant cette décapitation, pas parce que c'est une réaction de peur ou pour être protégé. Non, ça ne vient même pas à l'esprit de vouloir lutter contre un fondamentalisme, un obscurantisme avec de la moquerie. Non, je préfère déconstruire un discours de manière rationnelle, expliquer que les musulmans sont les premières victimes de la charia, que dans les pays musulmans, la charia oppresse les femmes, les minorités, mais aussi les musulmans qui ont un jour envie de boire un peu ou de manger pendant le ramadan, ben ils sont mis en prison. Dans certains pays, si ils sont accusés de blasphème, et ça va vite, hein, il suffit d'ailleurs d'un faux témoignage. Asia Bibi, elle a été accusée de blasphème parce qu'elle a bu dans le même verre qu'une musulmane. C'était considéré comme un blasphème. Elle a été condamnée à mort par un État. Donc on voit bien, c'est un univers mental complètement paranoïaque et obscurantiste. Et je pense que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est pas la caricature. Mais, par contre, il n'y a pas de mais.
En aucun cas, bien entendu, contrairement à ce qu'a dit, c'était abject. Monsieur Tarek Oubrou, soi-disant ancien frériste devenu modéré, le jour même de l'attentat interviewé, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas bien la décapitation, etc. Mais ça risque. Alors lui, son mais, c'était ça risque de stigmatiser les musulmans. Alors son premier souci, c'est pas qu'un type soit égorgé, c'est que ça risque, le fait qu'on parle d'un fou qui a tué quelqu'un, ça risquerait, encore une fois, de faire l'amalgame et de stigmatiser les musulmans. Ça, c'est absolu. Donc vous voyez, on peut être contre les deux mais. On n'est pas obligé de choisir entre un extrême de moqueurs, caricaturistes, 68ards, qui sont complètement anti-religieux et pour qui l'idéal de société, c'est le LGBTisme et le chaos et aucune colonne vertébrale morale, finalement. Moi, je pense, comme Napoléon, que même si on n'est pas croyant, Napoléon le disait, il n'était pas croyant, hein, il venait du jacobinisme, mais il disait, quand il est devenu ce qu'il est devenu en tant qu'empereur, mais il disait finalement, il faut quand même qu'il y ait un ordre. Et même si la foi, c'est un truc qui n'existe pas, parce qu'il ne croyait pas trop, c'est quand même utile, parce que ça donne une colonne vertébrale, ça donne une crainte de ce qui est mal, le sens du bien et du mal. Si leur projet de société à ceux qui luttent, à mon avis, de manière stupide contre l'islamisme, c'est de dire notre projet de société, c'est d'avoir aucune référence conservatrice, aucune tradition, aucune morale, aucune référence religieuse. Il n'y a pas le bien et le mal. C'est la société libertaire à la Cohn-Bendit, en fait. Ça ne va pas très loin. C'est la déstructuration de toute valeur. Alors, vous parliez tout à l'heure des 68ards, oui. Je mets des guillemets. Il y a quand même une question qui n'est jamais évoquée, c'est la question de l'immigration. Oui. Or, il paraît impensable de ne pas évoquer la question de l'immigration quand on parle d'islamisme et d'islam, puisque l'islam est, jusqu'à preuve du contraire, pas une religion européenne. Comment vous expliquez finalement qu'on fasse l'impasse sur cette question et finalement, on a le sentiment que la question de la laïcité, elle est un peu dans le même état que la question de l'assimilation. Alors, à mon avis, la raison, elle se trouve dans ce que j'avais appelé les rouges bruns verts. On ne peut pas lutter contre un seul extrémisme, l'islamisme djihadiste ou l'extrême droite. On doit lutter, si on est une société libérale, ou plutôt démocratique, avec des valeurs ouvertes, comme dit Karl Popper, on doit lutter contre tous les totalitarismes. Or, le grand drame de l'Occident, c'est qu'on a condamné, et ça c'est bien, on a condamné le totalitarisme nazi-fasciste parce qu'en plus, on l'a vaincu. Mais du coup, comme on l'a vaincu sur le tard avec l'autre totalitarisme communiste, celui-ci a pris le contrôle des esprits à travers les universités et les médias. Parce que c'est très bien vu encore aujourd'hui d'être marxiste. Il y a 100 millions de morts, mais c'est très bien vu de se dire même Mao. À lui seul, 50 millions de morts. Un type de Libération, je crois que c'est le directeur en chef, il se vend d'être un ancien Mao. Mais vous vous rendez compte? Et ces gens-là ont préparé, en fait, le rouge a préparé le vert. Le totalitarisme rouge, qui veut détruire justement toute la colonne vertébrale de la civilisation judéo-chrétienne, a préparé les consciences à une haine de soi, une haine de l'Occident, qui fait le lit de l'islamisme. Moi, je pense vraiment que si on veut interdire le radicalisme, c'est pas que l'extrême droite et les islamistes. Il faut interdire aussi toute idéologie d'extrême gauche qui est liée à un totalitarisme qui prône la guerre, la révolution permanente et la lutte contre les institutions. Mais on en est loin. Et c'est ça le problème de l'Occident. Il est pris dans des contradictions internes. On est libéral et démocratique dans tous les domaines et pas uniquement dans un sens. Alors il y a une question aussi, évidemment Samuel Paty était enseignant d'histoire-géographie, la communauté des enseignants de France a été très choquée. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que l'école œuvre dans le bon sens, justement, pour la laïcité, Absolument pas. Je pense que, tout en respectant le courage physique énorme des personnes qui osent montrer ce genre de caricature, ce serait beaucoup plus utile. Et ce ne serait pas pour céder aux islamistes, hein. Ce serait beaucoup plus utile de montrer des images qui valorisent la mère France, la mère nourricière. Moi, je crois à la thérapie de l'intégration. C'est-à-dire que ce n'est pas l'immigration qui est mauvaise en soi, si tant est qu'elle soit contrôlée, limitée, raisonnable. C'est le fait qu'on n'arrive pas à intégrer un physique. Si on n'est pas capable de faire France, de transmettre à l'immigré, ou au fils d'immigré, ou au petit-fils d'immigré, imaginez, parfois, après 3 générations, on n'a toujours pas transmis à aimer la France. Il y a un échec énorme. Donc, moi, je pense que l'urgence des lycées et des collèges, ce serait de faire France, de donner envie à ces gens d'aimer la France. Mais vous ne leur donnerez pas envie d'aimer la France si c'est un discours de haine de soi, le colonialisme toujours coupable de tous les maux, le fascisme, on est tous des
en gros, des petits-fils de fachos, de vichistes, de colonisateurs. Le complexe occidental, donc. Le complexe occidental que j'avais présenté ici. Mais ça, c'est meurtrier. Et à mon avis, ça prépare même les consciences djihadistes. Parce qu'un djihadiste, il pense en gros que tout le monde est contre lui et que le suprémacisme islamiste va rétablir la justice face à tous les ennemis de l'islam. Mais si on leur dit que la France, elle a toujours persécuté les musulmans, que l'Occident, c'est en gros un immense bourreau anti-musulman et anti-peuple colonisé, quelque part, c'est pour ça que je dis que le rouge prépare le vert. Cette idéologie rouge anti-occidentale qui a créé la haine de soi dans nos esprits, dans les universités, elle prépare le totalitarisme vert. À mon avis, s'il n'y avait pas eu la préparation communiste, socialo-communiste, marxiste, trotskiste, maoïste, des consciences et 68ardes aussi, aujourd'hui, l'islamisme n'aurait pas autant d'espace. Parce qu'il y aurait une antidote. Il y aurait un antidote contre ce virus. Alors on a parlé de la question de la liberté d'expression. Évidemment, on a vu que beaucoup de choses en fait ont été préparées sur les réseaux sociaux dans l'affaire de Samuel Paty, puisqu'il y a eu des conversations, il y a eu des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On parle de liberté d'expression, mais on parle également de plus en plus de restreindre ces libertés sur le web. Comment on peut conjuguer tout cela? Parce que finalement, on a le sentiment que... Là, c'est un cas très particulier, c'est une fatwa qui concerne donc l'islam, et on a le sentiment que comme à chaque fois, ça va un peu dériver sur le reste, et que ça va être finalement liberticide pour tout le monde, que les contrôles ne seront pas efficaces, et donc finalement que ce ne sera pas davantage en faveur de la lutte contre le terrorisme, et que ceux qui vont avoir à le payer seront... le Voulous Pécom, j'allais dire, qui a envie de dire son avis sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, c'est comme les signes ostentatoires religieux. Pour ne pas avoir l'air islamophobe, quand on fait une loi sur le voile et 10 ans plus tard sur la burqa, eh bien on nous dit que c'est pareil pour les symboles chrétiens. Enfin, je m'excuse de dire ça, ça fait un peu comme les Corses, mais enfin, on est quand même chez nous en Occident, chrétiens. Donc si on met au même niveau le symbole de la religion fondatrice de cet Occident judéo-chrétien, au même niveau qu'un vêtement politico-religieux qui est le voile intégral, non, c'est pas possible. Et ça va être pareil. Pour ne pas avoir l'air de viser uniquement une communauté, alors qu'en fait, on vise pas une communauté, on vise une idéologie qui a pris en otage cette communauté. Donc on va se donner bonne conscience. Pourquoi ne pas assumer tout simplement le fait de viser une communauté, la communauté islamiste, tout simplement parce que l'attentat, lui, il est quand même signé. Alors j'aime bien votre expression, la communauté islamiste, c'est assez juste, parce qu'on a des compatriotes musulmans. Moi, j'en ai rencontré, par exemple, qui étaient des militaires, des fonctionnaires ou des citoyens lambda, mais ils sont choqués par cette prise en otage. Ils sont choqués que beaucoup de jeunes pensent que si tu es d'origine musulmane, maghrébine ou subsaharienne, tu ne peux même pas montrer que tu aimes la France, c'est une trahison. C'est ça qu'on pense dans beaucoup de banlieues. Mais il y a beaucoup de musulmans qui en souffrent, il y a beaucoup de musulmans qui sont nos compatriotes, ils ont une vision privée de la foi, et effectivement, ça c'est la communauté musulmane, je dirais, normale, et la communauté islamiste, elle veut utiliser ce terreau qu'est la communauté musulmane ou les communautés musulmanes pour les paranoïser et en faire une sorte d'armée. Les gauchistes veulent que ça soit une armée de prolétaires, eux ce sera une armée de futurs islamistes chargés d'islamiser l'Europe. Et les musulmans en sont aussi les victimes. Moi je pense que ce discours, donc il faut le déconstruire à l'intérieur de la communauté musulmane. Et moi j'aimerais poser une question à beaucoup de médias. Pourquoi on ne voit jamais à la télévision Cheikh Bentounès? C'est un très très grand érudit de l'islam soufi, extrêmement modéré, qui depuis des années propose de faire une réforme de l'islam, d'enlever dans la charia tout ce qui n'est pas spirituel mais qui a été ajouté au fil du temps et qui implique les lapidations, toutes les horreurs et les inégalités. Et enfin, on vous répondrait, l'islam c'est comme toutes les autres religions, c'est pas une religion à la carte? C'est pas une religion à la carte, mais on peut répondre aussi, beaucoup de religions sont réformées, beaucoup de religions ont connu des phases, le zoroastrisme, l'hindouisme, le bouddhisme. Et beaucoup le déplorent, mais on pourrait très bien dire qu'en France, dans la mesure où on ne touche pas à la foi, les gens adhèrent à la façon dont ils veulent aller au paradis au sens de la foi pure, on enlève, en France, on pourrait permettre les 5 piliers de l'islam. J'en parlais souvent avec le recteur Boubacar, que j'avais interviewé pour Valeurs Actuelles, il me disait lui-même, en tant que théologien, et c'est un érudit, Boubacar, croyez-moi, c'est un intellectuel, il disait, on peut être un bon musulman avec les 5 piliers de l'islam. L'islam, normalement, au sens spirituel, ne vous dit que vous êtes un bon musulman que si vous respectez 5 piliers. Bon, l'aumône légale, si vous pouvez aller un jour au pèlerinage, etc., la prière 5 fois par jour, la profession de foi, etc. Mais en aucun cas, vous n'êtes pas un musulman si vous n'êtes pas pour des grandes mosquées, des mosquées cathédrales, des minarets, le voile islamique partout, des piscines séparées. C'est pas vrai. On a menti. On peut très bien avoir une vision privative, personnelle de la religion. Et il y a plein de musulmans qui veulent construire ça. Mais on ne les met pas en avant.
On préfère mettre en avant des gens qui sont soutenus par le Qatar, par le Maroc, le Pakistan ou des associations comme les Frères musulmans. Et c'est tout ça le problème. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué. Chevènement, il y a 25 ans, avait proposé une charte de l'islam de France. Et il voulait faire signer à toutes les associations qui n'étaient pas nommées par l'État, c'était des associations qui existaient dans la communauté musulmane. Il voulait leur faire signer une charte qui condamnait la pénalisation du blasphème. C'est important puisque la charia prévoit la peine de mort. Eh bien moi, ça m'avait frappé et choquant. Et Chevènement en est encore choqué, il en parle parfois. Eh bien, les associations musulmanes de France avaient refusé de signer une charte qui pourtant leur demandait quelque chose d'évident, qu'ils étaient contre ce qui, dans la charia, prévoyait la peine de mort. Mais c'est quand même hallucinant. Mais ça devrait choquer beaucoup plus que les propos soi-disant islamophobes des uns ou des autres. Donc la communauté musulmane doit faire le ménage, balayer devant sa porte. Alors j'aimerais qu'on revienne à présent sur le terroriste en cause dans l'affaire de Gonflon-Sainte-Honorine. Il s'agit donc d'Abdullah Anzorov, un Tchétchène de 18 ans, venu en France en 2007 avec sa famille. Il était donc mineur. L'OFPRA, l'Office français pour, je ne sais plus exactement, les apatrides, les réfugiés, etc., avait refusé le dossier. Puis la Cour du droit d'asile a finalement décidé d'accepter la famille Anzorov. Comment on explique ça? Alors, on explique ça par le même phénomène qui est le suivant. Vous interdisez une mosquée momentanément, une association. Elle réapparaît 3 mois plus tard parce que vous l'avez interdite pour des raisons d'hygiène. Parce qu'encore une fois, on n'assume pas. Et on a des juges. C'est tout le problème de nos démocraties d'ailleurs. Hein. Ce ne sont plus des démocraties où le peuple est souverain à travers ses députés élus. Ce sont des démocraties où des juges, des tribunaux administratifs qui vont en appel, des cours, et après c'est la Cour européenne ou l'ONU qui est invoquée, soi-disant non contraignant, mais ça devient contraignant quand même, parce qu'après on l'introduit dans le droit au nom du corpus de constitutionnalité. Vous savez que maintenant en Occident, il y a des cours constitutionnels qui ne respectent pas que la Constitution, mais un corpus de constitutionnalité qui serait un truc hyper abstrait, les droits de l'homme. Un juge peut faire ce qu'il veut avec les préambules des constitutions. Donc aujourd'hui, on a des sociétés où les décisions des services, des ministères, des institutions chargées de défendre nos intérêts, elles sont prises assez bien, mais elles sont cassées. C'est comme les expulsions. 90% ne sont pas menées à bien. Et donc, à mon avis, ça c'est un problème de fond qui ne regarde pas que l'islamisme. Aujourd'hui, nos sociétés, moi je soutiens que nos sociétés démocratiques, ou plutôt post-démocratiques, qui sont des sociétés de juges, locaux nommés à vie, donc pas du tout démocratiques, ou externes, carrément, d'institutions supranationales, aujourd'hui, on fait un coup d'État. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en post-démocratie. Et comme la gauche, de l'autre côté, parallèlement à cette dérive, les instances de gauche ont délégitimé totalement le fait national assimilé au nazisme. En gros, vous êtes réduit à Hitlerum en permanence, dès que vous êtes un peu patriote ou pour les frontières. Mais comment voulez-vous vous défendre? On ne peut rien faire. Et donc, je blâmerai même pas les associations islamistes en premier. Je blâmerai ce qui a permis qu'elles apparaissent. C'est-à-dire une incapacité à défendre nos intérêts régaliens, parce que l'État-nation a été dévalorisé en même temps que l'homme blanc occidental judéo-chrétien. Alors pour revenir précisément sur le cas de la Tchétchénie et des ressortissants tchétchènes, je vous propose d'écouter quelques paroles d'Alexandre Orlov, c'est l'ancien ambassadeur de Russie en France. Quand j'étais ambassadeur de la Russie en France, j'étais surpris par la facilité avec laquelle les autorités françaises accordaient l'asile politique aux Tchétchènes. Il fallait tout simplement dire « je suis tchétchène » et vous aviez tout de suite l'asile politique, sans faire d'enquête préliminaire, sans faire aucun contrôle. Alors comment on explique ça justement pour les Tchétchènes? C'est très intéressant ce que disait cet ancien ambassadeur qui parle un français remarquable d'ailleurs et qui est un grand ami de la France. C'est triste que à cause des séquelles de l'OTAN, et du fait qu'on ait des démocraties post-démocratiques, libérales, donneuses de leçons de morale, tout ce qui vient de la Russie est nécessairement mauvais, et tout ce qui est contre la Russie est nécessairement bon. Alors il suffisait d'être un Tchétchène qui se dit persécuté par Poutine ou son agent local, Kadyrov, pour être tout à coup éligible, alors qu'on savait très bien que énormément de Tchétchènes n'étaient pas forcément des méchants. Moi, je ne suis pas pour ce qu'a dit Mélenchon, de les mettre tous dans le même sac. Beaucoup de Tchétchènes qui sont en France ne sont même pas des islamistes. Mais ils se sont fait passer pour des partisans de la rébellion islamiste et séparatiste anti-Poutine parce que ça suffisait à être accepté en France. Et ceux qui les acceptaient sont encore pires que le Tchétchène qui a menti.
Parce que ceux qui les acceptaient se disaient « Ah, si c'est un combattant de la rébellion islamiste, c'est super, c'est un anti-Poutine, on va l'accueillir. » Ça veut dire que les gens qui les ont accueillis savaient ou croyaient qu'ils accusaient des islamistes, qu'ils accueillaient des islamistes, et ils ont sciemment accepté des Tchétchènes dont on savait qu'ils étaient connectés au terrorisme international. Parce qu'il y a eu la première rébellion tchétchène, à l'époque de Maskadov et des séparatistes purs, qui étaient des nationalistes, islamisés, mais encore nationalistes. Et ensuite, il y a eu la deuxième rébellion tchétchène, qui était par El Khattab, des djihadistes jordano-saoudiens, salafistes, wahhabites, qui venaient de l'étranger. Et cette rébellion-là, elle était ouvertement liée à Al-Qaïda. On a accepté des opposants dont on savait qu'ils ont fait la guerre aux côtés de djihadistes internationaux d'Al-Qaïda. Tout ça parce que c'était les anti-russes. C'est une véritable folie. Et c'est ce que j'ai exprimé dans mon livre « Le complexe occidental », dans la stratégie d'intimidation et tous les autres livres. Le dommage collatéral de la guerre froide, c'est que tout ce qui vient de la Russie est nécessairement mauvais. De même qu'en France, si Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre de la même mouvance aime le vin rouge, vous n'avez plus le droit de dire que vous aimez le vin rouge. C'est pareil pour la Russie. Tout ce qui vient de la Russie est nécessairement mauvais, faux, intox, et tout ce qui est contre la Russie est nécessairement bon. On en est là. Mais d'un autre côté, je pense que ce qu'a dit Mélenchon est tout de même abject. Tous les Tchétchènes, il n'y en a que 16 000. Oui, il a sont pas évoqué le tous fait terroristes. qu'il y avait un problème avec la communauté tchétchène en France. Ils ne sont pas tous terroristes, ils ne sont pas tous voyous. Beaucoup sont des citoyens très honnêtes, paisibles. Beaucoup d'ailleurs sont plus russes dans leur esprit que des rebelles tchétchènes. Et beaucoup parmi eux ne sont pas du tout... Comment expliquer cette déclaration ? C'est très simple. Mélenchon pratique ce qu'il reproche à l'extrême droite raciste, c'est-à-dire que quand il n'y a que 16 000 personnes, il n'y a que 16 000 Tchétchènes en France, dont peut-être une centaine qui votent, très peu votent, beaucoup ne sont pas encore français. Il n'y a que quelques Tchétchènes en France, il y a peut-être quelques centaines de votants. Mais la communauté maghrébine ou afro-maghrébine ou subsaharienne, donc les musulmans qui sont venus depuis des années d'Afrique et de Turquie, alors là, c'est un autre électorat, même s'il n'y a qu'un tiers qui vote. Et puis il faut se rappeler même s'il y avait évidemment qu'un tiers qui est du français. conflit qu'il y a eu à Dijon il y a quelques mois. Et bien sûr, et à mon avis, c'est le calcul de Mélenchon. Comme il y a eu une agression de Maghrébins par des Tchétchènes récemment à Dijon, on en a beaucoup parlé, en tapant sur les Tchétchènes, donc en faisant de la xénophobie primaire, parce qu'il les a tous mis dans le même sac, là il n'y avait aucune nuance. Là il ne s'est pas gêné à faire de l'amalgame, eh bien il s'est dit je vais plaire aux Maghrébins ou aux Français d'origine turque ou maghrébine ou afro-saharienne, musulmans. Mais non seulement c'est abject, mais c'est très bête, parce qu'il ne faut pas sous-estimer nos compatriotes qui votent, donc français d'origine maghrébine ou autre, ne sont pas tous à pratiquer la haine envers les Tchétchènes et à penser que tous les Tchétchènes sont d'affreux salauds. Donc en plus, ils sous-estiment l'intelligence de nos compatriotes français d'origine maghrébine. C'est abject. Et moi, je comprends que les Tchétchènes fassent un procès contre lui, tentent un procès, parce que là, il a fait vraiment de l'amalgame qu'il ne ferait jamais sur aucune autre communauté. Si, sauf sur la communauté des Blancs catholiques. Une fois, j'ai fait une émission avec lui sur l'islamisme, et je me rappelle, il a tapé que sur les Occidentaux et sur l'Église catholique. Alors que c'était une émission après l'attentat, quand même, de 2015. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent des réactions du gouvernement français. On a vu beaucoup d'hommages, comme systématiquement après les attentats. C'est un peu devenu la République des hommages. Néanmoins, Emmanuel Macron a voulu à plusieurs reprises annoncer des mesures à prendre dans l'avenir. Gérald Darmanin a annoncé d'ores et déjà la dissolution du collectif Cheikh Yassine. Ils veulent également dissoudre le CCIF, expulser des fichiers S du territoire. Alors, on imagine que c'est les fichiers S étrangers, puisque beaucoup sont français aussi parmi les fichiers S, et fichiers S pour radicalisation islamiste, parce qu'il y a d'autres types de fichiers S, évoquant même la possibilité de prendre des mesures de rétorsion contre les pays d'origine de ces personnes. Alors tout cela, c'est très très bien dans le discours, et je vais peut-être pas plaire à certains de nos auditeurs, mais je pense que Macron est pas mal depuis le discours de Metz. Il y a un vrai changement, parce qu'au début, il a commencé avec des gens qui étaient même, certains conseillers étaient même proches des frères musulmans. Après, il les a dénoncés explicitement avec ce fameux discours de Metz en février 2020, et même un peu fin 2019, il commençait déjà. Donc c'est pas mal. Darmanin a enfin levé le tabou de l'immigration, peut-être qu'il faut...
Mais tout ça, pour l'instant, ça reste des intentions. Et quand bien même il soit sincère, il serait sincère, moi, ce que je constate, c'est que Baraka City n'est pas encore tout à fait dissolu. Le CCIF est loin d'être dissous. Donc, ça reste quand même des intentions. Alors, ils ont réussi à dissoudre le comité Cheikh Yassine, qui est quand même un comité en l'honneur du créateur du premier mouvement djihadiste sunnite qui pratiquait les attentats kamikazes, le Hamas, bien avant Al-Qaïda. Donc, heureusement quand même qu'on a réussi à le dissoudre. Mais beaucoup reste à faire. Et moi, je pense que, comme la plupart des mosquées qui veulent interdire ou fermer momentanément, ou les associations qu'ils visent en ce moment, il y a eu 80 visites, comme ils disent. À mon avis, très peu seront fermés. Et ceux qui seront fermés, malheureusement, c'est pas pour les bonnes raisons. Ils vont les fermer pour des causes d'hygiène. Parce qu'ils trouvent pas, parce qu'il faut quand même pas sous-estimer l'intelligence des frères musulmans. Ils sont pas assez fous pour appeler au meurtre. Ils font, vous savez, comme les mafieux siciliens. Ils font un geste de la main qui montre que le type doit aller dessouder quelqu'un. Mais ils ne sont pas assez fous pour donner le nom au cas où on les photographie ou on les enregistre. Et donc, on ne peut pas les coincer, à part vraiment les abrutis, les plus intelligents, les frères musulmans, on ne peut pas les coincer. Ils sont très bien renseignés, ils savent ce qu'on peut dire ou pas. Alors, on les ferme pour hygiène, un peu comme Al Capone, qu'on n'a pas pu enfermer pour preuve de meurtre, mais pour fisc. Mais il suffit qu'ils se mettent aux normes. Ils vont mettre du placo-plâtre, ils vont mettre des isolations et ils vont réouvrir leur centre quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard. Donc, tant qu'on n'a pas nommé le problème, alors ils l'ont un peu nommé, mais tant qu'on n'a pas interdit ces organisations pour la vraie raison, c'est-à-dire une idéologie qui porte atteinte aux valeurs de l'Occident, de la République, mais pas que la République, la France, et tout ce qui, on a évoqué font que un nous sommes délit de nous. séparatisme. Alors, séparatisme, c'est pas mal, mais ils ne sont pas que séparatistes, puisqu'ils aimeraient avoir un califat, parce que les frères musulmans, ne l'oublions pas, c'est pas un amalgame que je fais. Les frères musulmans, dans leur texte fondateur, ont été la première organisation islamiste moderne, en 1928, dans les écrits de M. Hassan el-Banna, notamment l'écrit Da'watuna, donc notre appel, notre prosélytisme. C'est écrit noir sur blanc. Notre objectif final, le tamkin, c'est rétablir un califat mondial suprémaciste qui va dominer l'humanité pour que les lois d'Allah règnent sur toute la terre, sans exception. Donc ils ont un délire suprémaciste, totalitaire, impérialiste. C'est eux les véritables colonisateurs, les véritables suprémacistes. Et moi je ne comprends pas que rien que ça ne suffise pas à interdire. Une organisation qui est liée, et c'est le cas des musulmans de France, la fameuse organisation qui s'appelait avant UOIF, maintenant Musulmans de France. Ils sont rattachés à des écrits, à des organisations, des frères musulmans, dont le patron en Europe, et ça je pense qu'il faut le rappeler, Youssef El-Qardawi, dans son livre « À l'usage des musulmans d'Europe », achetable sur Amazon et à la FNAC, il donne les 3 raisons pour lesquelles on peut buter quelqu'un. L'adultère, le blasphémateur et l'apostat. C'est écrit noir sur blanc. Je l'ai montré à plusieurs ministres depuis 30 ans, qui n'ont jamais voulu malheureusement interdire ce livre. Le seul qui l'a fait, c'était mon ami Pasqua, qui avait un peu plus de virilité, si j'ose dire ce mot un peu trivial, et le bon sens du Corse, fils de prolétaire, qui ne raisonne pas en énarque. Il disait... quelqu'un qui appelle au meurtre, on interdit. Voilà. C'était très clair, je me rappelle, on avait parlé tous les deux. Il avait interdit, mais ça a duré quelques mois. Parce qu'après, bien entendu, dès qu'il n'était plus ministre de l'Intérieur, on l'a à nouveau autorisé. Ça fait 30 ans que ce livre explique aux musulmans de France, c'est quand même le livre de référence de l'université de Château-Chinon, qui forme les imams européens. C'est le livre de chevet des organisations des frères musulmans en Europe. Il vous donne les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un. Et alors, comment vous étonnez que ce djihadiste tchétchène, finalement, s'en prenne un blasphémateur? Qardawi dit que c'est licite. D'ailleurs, son livre s'appelle « Le licite et l'illicite ». Et parmi les choses licites, on bute un blasphémateur ou un apostat. Donc c'est ça le vrai problème. Pour moi, le vrai problème, c'est pas les djihadistes, sans vouloir les excuser, qu'on m'accuse pas de les excuser, parce que maintenant, on l'accuse de tout. Mais les vrais responsables, c'est ceux qui légitiment, ceux qui, dans la charia, permettent le meurtre. Et ça, il y en a plein. Je dirais même, ça va choquer, la plupart des organisations islamistes qui enseignent la théologie musulmane en Europe et en France et en Occident et même aux États-Unis, ils adhèrent à cette charia parce qu'ils n'ont jamais dénoncé ceux qui, dans la charia, incitent au meurtre. Jamais. Ça n'a jamais été fait parce que c'est interdit, même par El-Azhar. El-Azhar a rappelé que la charia est inamovible. Et donc, vous voyez, finalement, les islamistes, sans vouloir les excuser, ce n'est que la face immergée
émerger de l'iceberg. Et tout ça se fait donc dans une grande tolérance de la part des autorités occidentales. Quelques pays peuvent en témoigner, je pense évidemment à la France, mais je crois que la Grande-Bretagne n'est pas particulièrement mieux. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'on constate que c'est là où il y a le plus d'attentats. On voit que Donald Trump, qui devait amener la guerre aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas eu d'attentat. Alors là, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais fonctionnaire, j'avais rencontré un agent de renseignement, un vieux qui allait prendre la retraite, pas longtemps, qui avait l'air un vieux singe intéressant, on l'écoutait avec respect. C'était en 97. Et il s'est vanté pendant 1 heure, dans une réunion donc, sur le terrorisme, il s'est vanté pendant 1 heure. Nous, en Angleterre, on a accueilli, et j'étais vraiment étonné qu'il ose dire ça, on a accueilli les pires islamistes qui existent dans les pays musulmans, même ceux qui sont interdits à Gaza ou en Arabie Saoudite, parce qu'ils sont trop salafistes, enfin ils sont wahhabites trop extrêmes. C'est Monsieur Plus. C'est incroyable, Monsieur Plus, non mais c'est incroyable. Et il s'en est vanté, je lui dis, mais vous ne pensez pas que vous avez le verre dans le fruit? Ah non, parce qu'on les connaît. Alors je lui dis, vous savez, moi je m'en fous de les connaître, hein. Je préfère qu'ils ne soient pas là, je ne les connais pas, plutôt que de les faire venir pour les connaître. On n'a pas besoin de fous furieux qui appelaient, rappelez-vous, dans les années 90, ils appelaient à tuer la reine d'Angleterre, à liquider le Premier ministre. Sur les places, c'était à l'époque, avant les attentats. Et 7 ans plus tard, il y a eu l'attentat de Londres, 51 morts. J'aurais voulu le revoir, après j'ai perdu le contact, j'aurais voulu lui dire « Ah ben ça a vachement marché » parce que lui il nous avait dit dans la démonstration « On n'aura jamais d'attentat terroriste, nous on n'est pas comme vous les Français avec cette tradition blasphématrice, cette tradition républicaine, laïcarde, vous les excitez contre vous, ils vous détestent parce que en plus vous avez colonisé, vous aussi vous me direz, mais il me disait « Vous les heurtez avec vos blasphèmes, etc. » Et je lui disais « Si vous croyez que vous allez être épargnés juste parce que vous êtes contre le blasphème et vous les avez accueillis, c'est vraiment les méconnaître. » En fait, les islamistes, c'est comme les nazis ou les staliniens ou les trotskistes. Plus vous leur serrez la main, plus, dès qu'ils peuvent, ils vous la coupent quand ils n'ont plus besoin de vous. Croire un instant qu'un totalitaire a le sens de la gratitude. Rappelez-vous l'accord Hitler-Staline. Un totalitaire, premier truc qu'il fait, c'est quand il peut rompre l'accord qu'il a avec l'autre. C'est pas les gentlemen. Et donc on a traité ces gens comme si c'était des types qui avaient de l'honneur. Je les accueille, ils feront rien contre moi. Ben non. Aujourd'hui, il y a les attentats tout le temps en Angleterre au couteau, à la calache, à la machette. Et maintenant, c'est même des convertis, des types qui arrivent du Nigeria, et même des chrétiens du Nigeria convertis qui deviennent islamistes. Parce que chez eux, ils étaient chrétiens nigériens. Ils arrivent à Londres, ils sont islamisés parce que les islamistes sont malins. Ils disent à tous les gens de couleur, tu peux pas garder la religion du croisé, deviens islamiste. Et donc c'est en Europe que certaines personnes sont islamisées radicales et deviennent djihadistes. Et c'est pas pour être pro-arabe, mais moi je salue le combat des Émirats, de l'Égypte. Il y a plusieurs pays arabes aujourd'hui qui sont 1000 fois plus anti-islamistes que nous. Il y a aussi beaucoup de pétromonarchies qui continuent de financer les associations dont Qatar, vous avez parlé auparavant. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, absolument. Qui sont des grands amis de la France. On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que moi parfois je parle dans mes conférences de guerre civile dans le monde arabe et le monde musulman. Certains pays arabes sont 1000 fois plus anti-frères musulmans et anti-islamistes que nous, notamment les Émirats ou l'Égypte. Et donc, si certains pays arabes eux-mêmes, des grands pays arabes qui sont tout à fait musulmans, eux-mêmes font cette lutte et que nous, on n'ose pas la faire. Eux, ils ont criminalisé les frères musulmans. Mais c'est facile de criminaliser les frères musulmans. Leurs idéologues prônent le califat, le colonialisme islamique suprémaciste, la destruction des États-nations et des institutions régaliennes de tous les États pour faire un État suprémaciste transnational. Ils prônent le djihad comme le 6e pilier de l'islam, le djihad violent, et ils donnent les raisons pour lesquelles on peut tuer les blasphémateurs et ils appellent à tuer les apostats. Ça devrait suffire. Toute organisation qui a cette théologie, ça devrait suffire pour l'interdire. Ben non, en Europe, on n'a pas réussi à trouver comment interdire des associations dont on sait qu'elles sont liées à des mouvements totalitaires qui prônent la haine et la violence. Alors là, moi je dis, on est chez Ubu-Roi. On est chez Ubu-Roi. C'est pour ça que Darmanin et Macron, ne voulant pas perdre la future élection, ne pouvaient pas ne pas s'emparer de ce sujet. J'espère que c'est pas que pour... J'espère que ce n'est pas que parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement de le dire. J'espère que ça va être un travail de longue haleine. Et là, je salue le travail d'une macroniste très courageuse, qui s'appelle Madame Delattre, sénatrice, qui, avec une autre sénatrice LR, Eustache Boniot, j'ai eu l'honneur d'être invité à cette commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste. Ces deux dames très courageuses, sénatrices, ont œuvré pour qu'il y ait une commission d'enquête. Le rapport de cette commission d'enquête a proposé 44 mesures pour mettre fin aux coupeurs de langue, et pas que aux djihadistes quand c'est trop tard, mais à ceux qui légitiment cette idéologie que j'appelle le suprémacisme islamiste. Et apparemment, il paraît que ça aurait beaucoup interpellé M. Macron, les résultats. Il n'y a pas que moi, il y avait plein de
de gens. Il y avait Mawel Sifawi, il y avait Ahmed Youssef, des grands experts. Et donc, ces propositions, je crois qu'elles ont fait avancer le débat. Mais est-ce qu'on ira jusqu'au bout? C'est toujours pareil. Là, on est dans l'instant. On est obligé de dire tout ça. Est-ce que dans 3 mois, on en sera encore là, malheureusement, je pense que non. Le Covid va vite faire oublier cette histoire de décapitation. Et dans 3 mois, vous verrez, je suis prêt à parier que 80% des prêcheurs de haine malins, ceux qui n'appellent pas explicitement à tuer, mais qui préparent les consciences, je pense qu'ils seront encore en orbite en France. Alors j'ai une dernière question un peu plus originale, on va dire. Vous connaissez bien entendu le journaliste Georges Malbruno, oui. Qui connaît très bien le Proche et le Moyen-Orient et la géopolitique. Il a fait un tweet cette semaine, un tweet assez surprenant, où il expliquait que le secrétaire général de l'Union internationale des savants musulmans, Al-Moyedine Al-Karadaghi, basé au Qatar et lié aux frères musulmans, a des, je cite, doutes sur l'attentat de Conflans. Estimant qu'il s'agissait sans doute d'une manipulation des services de renseignement français. C'est ce qu'il écrit sur Twitter. Il l'aurait démenti par la suite. Finalement, on nous parle souvent de loup solitaire, on nous parle souvent de radicaliser dans une cave. Et en même temps, on se dit, on voit bien qu'il y a toute une mouvance autour. On voit bien qu'il y a toute une mouvance de collectifs islamistes, une mouvance de coupeurs de langue, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi une forme d'électoralisme qui est jamais très loin de ces attentats. Et finalement, c'est l'occasion qui fait le larron. Là, vous expliquez que Emmanuel Macron, depuis quelques mois, change un peu de stratégie sur la question terroriste. Ça tombe bien, parce qu'on arrive dans une échéance électorale. On sait que quand un attentat intervient quelques jours, quelques semaines avant une échéance électorale, il y a un fort impact. Comment vous voyez tout ça? Alors, je pense quand même que chez certains macronistes, vous savez, il y a de tout chez Macron. Hein. Il y a même des gens comme Lemoine, qui sont plutôt catho-conservateurs. Il y a de tout. Et Madame Delattre, elle est lucide. Elle est islamo-lucide et islamisto-lucide. Donc, cette sénatrice, je pense qu'elle est sincère, comme un certain nombre de macronistes. J'en voyais une à CNews ce matin qui avait l'air très remontée, qui voulait aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est bien. Après, qu'il y ait aussi de l'électoralisme, bien entendu, mais ça, à la limite, tout le monde le ferait. Mais le problème, quand on parle de cette figure islamiste que vous mentionnez, qui, comme Kardawi, n'a jamais renoncé à la théologie de haine et de violence qui est contenue dans la charia, dans leur lecture de la charia, il ne peut pas faire autrement que de nier. Parce que s'il reconnaît qu'il y a des types qui ont tué des gens après avoir été fanatisés par des vidéos qui ont été mises en ligne par des gens qui sont frères musulmans, il va s'accuser lui-même. Ça va faire le lien entre les coupeurs de langue et les couleurs de tête. Donc, pour ne pas que les coupeurs de langue, qui parlent constamment de l'islamophobie et qui fanatisent, qui paranoïsent nos jeunes, pour ne pas qu'on puisse faire le lien entre les deux, eh bien, c'est la négation pure et simple. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est très connu. Mais en plus, non seulement ça n'a rien à voir avec l'islam, mais c'est un complot des ennemis de l'islam qui font ça pour souiller de l'islam. Alors là, ils sont très forts. Parce que, alors que ça devrait être une occasion pour interpeller l'idéologie de la charia qui permet légalement le meurtre, une formidable occasion d'interpellation des textes totalitaire de la charia devient une occasion pour faire du pleurnichage contre les islamophobes et jeter la suspicion sur les sionistes, les croisés, les occidentaux, la CIA, ou ce qui est à la mode aussi, c'est le renseignement français. Depuis Mera, la rumeur ce qu'on voyait sur les Twitter, sur les tweets, les réseaux sociaux, le nombre d'internautes qui adhèrent à cette idée qu'à chaque attentat, c'est les services secrets français ou étrangers, Mossad ou CIA ou services secrets français, qui ont fait exprès de mettre en orbite des djihadistes pour que ça soit ensuite un prétexte pour réprimer les musulmans. Donc c'est extraordinaire. Un attentat où on bute un Gaulois devient une occasion de stigmatiser les Gaulois, accusés de faire de l'amalgame, donc de l'islamophobie, donc ensuite un génocide, puisque le type qui a fait cette vidéo, qui a fanatisé ce djihadiste, il a comparé le traitement des musulmans en France à un traitement pré-génocidaire en disant ça finira comme le massacre de Srebrenica en Bosnie. Ces types sont vraiment culottés et là je dis bravo, c'est ce que j'appelle le génie de l'islamisme, tout est toujours bon pour être dans leur sens du victimisme, ils ne se remettront jamais en question. C'est comme Tarek Oubrou, première partie de la phrase c'est pas mal, il dénonce la décapitation et après il fait un mais j'ai peur que ça soit une occasion de stigmatiser les musulmans. Ils ne ratent jamais une occasion de faire du pleurnichage. Parce que leur but aux frères musulmans, ou aux ex-frères musulmans comme lui, mais qui restent quand même avec cette formation, c'est que le musulman devienne paranoïaque.
Ces gens sont dangereux. Un fabricant de parano est toujours dangereux. Comment Hitler est arrivé au pouvoir? Il a rendu les Allemands parano en disant que les Juifs, finalement, étaient à l'origine de tous leurs maux. Staline, c'était pareil avec les bourgeois. Pol Pot, c'était tous ceux qui avaient des lunettes, qui étaient médecins, il fallait tous les flinguer. L'idéologie du complotisme et du bouc émissaire et de la parano est fondamentale dans tous les totalitarismes. Moi, j'ai peur Est-ce que la base de tout cet état d'esprit, finalement, c'est pas la grande défiance à l'égard des politiques à force de mensonges? Ça va beaucoup plus loin que ça. L'agenda de l'islamisme radical, c'est un agenda, il faut bien comprendre, c'est pas une réaction au colonialisme. Ce que les frères musulmans ont voulu faire croire. Les frères musulmans et l'islamisme politique, c'est une idéologie colonialiste, impérialiste, qui veut rétablir un califat. Et le califat, sa vocation, c'est à dominer toute la planète. Donc ce sont des malins, ce sont des suprémacistes. C'est pas vous qui devriez être accusé, ou moi, de suprémaciste blanc. Aujourd'hui, s'il y a un suprémacisme en action, heureusement, on a vaincu le suprémacisme nazi. Le suprémacisme en action aujourd'hui, c'est le suprémacisme islamique. Mais justement, comme c'est pas à la mode d'être raciste en Occident, ils se cachent derrière l'antiracisme. Mais enfin, il suffit de lire leur texte. Hein. C'est clairement écrit dans leur texte. Donc il faut toujours retenir que c'est pas un mouvement radical, un intégrisme qui réagirait à une islamophobie, etc., ou au colonialisme. Non, ce sont les pires colonialistes. Erdogan, d'ailleurs, est détesté maintenant de plus en plus dans le monde arabe, parce que les Arabes ont bien compris qu'Erdogan voulait maquer les Arabes. Au prétexte de défendre les musulmans, il veut rétablir l'Empire ottoman, qui a quand même persécuté les peuples arabes pendant 5 siècles, autant qu'il a persécuté les Chypriotes, les Grecs, les Balkaniques, les Serbes, etc. Donc on est en face d'un néocolonialisme. Il faut complètement renverser la rhétorique, et peut-être que la droite libérale ou conservatrice ne l'a pas assez fait. Il faut bien rappeler que les résistants, c'est nous, c'est eux les collabos. Quand on parle des islamo-gauchistes, et les anticolonialistes, c'est nous, on est pour les souverainetés des patries. Et les vrais colonialistes, c'est eux, les islamo-gauchistes, qui sont complices d'un projet califal, qui est un projet totalitaire, colonial, impérialiste et suprémaciste. Merci beaucoup Alexandre Delval, Merci on finira là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut partager, commenter et mettre le pouce en l'air sur cette vidéo en attendant de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.